Je crois que nous allons pouvoir passer maintenant au débat avec la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre particulièrement la parole après ces deux très riches exposés? Professeur Rambaud. Merci beaucoup vraiment pour ces deux interventions passionnantes qui exposent deux modèles extrêmement importants pour nous autres juristes français de régulation du fait cultuel et du fait religieux en Europe. Il y a une dimension à laquelle je songeais, et ce n'était pas du tout le thème de votre exposé, mais c'est que malgré la construction historique différente des modèles, qui était d'une part le modèle de l'Église nationale et d'autre part le modèle du pluralisme confessionnel coopératif à l'espagnol, aujourd'hui, tous nos États, France, Royaume-Uni, Espagne, connaissent le système européen de protection de la liberté religieuse et de gestion du pluralisme à l'aune de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Et on voit bien que malgré les différences historiques, des tendances de fond au rapprochement se constituent sous l'empire de la jurisprudence strasbourgeoise. Et je crois que c'est assez intéressant parce que l'État, aussi marié qu'il puisse être avec l'Église anglicane ou dans sa gestion du pluralisme avec cette forte identité catholique en Espagne, eh bien cet État, il doit respecter un certain nombre de principes fondamentaux posés par le droit international des droits de l'homme. Donc je crois que c'est vraiment, merci beaucoup pour ces exposés. Je crois que vous voyez comment l'histoire nous fait partir de la pluralité et l'unité peut-être peut se reconstituer à travers le prisme du droit européen et du droit international. Donc c'est pas vraiment une question, mais en tout cas, vraiment merci beaucoup. Peut-être juste j'aurais aimé en savoir un peu plus sur Thomas More que tu as évoqué. C'était pas directement ce qu'on sait comment il a fini sous Henri VIII, mais c'est quand même le pape a procédé à sa canonisation en tant que père saint protecteur de tous les responsables politiques dans le monde. Et j'aurais été assez intéressé par la réaction qu'il a pu avoir à cette évolution vers la constitution d'une Église nationale. Effectivement, merci Thierry. Thomas More a été l'une des grandes figures de l'époque. Il a été nommé chancelier juste après la chute du cardinal Wolsey. Il a finalement été disgracié par Henri VIII, ou plus exactement, il s'est disgracié lui-même. Parce qu'il a refusé en réalité d'abjurer le catholicisme et il refusait cette idée selon laquelle on devait à la fois, en prêtant serment, plus exactement en prêtant serment au roi, on acceptait l'idée que le roi soit dorénavant le chef de l'Église et donc ait toute matière à décider en matière spirituelle. Et refusant ce qu'il considérait comme quelque chose de profondément anormal et comme une aliénation contraire à sa liberté de conscience, eh bien, il a fait évidemment le lit de sa perte et il a finalement été exécuté, alors même que Henri VIII avait pour lui une très forte amitié. Et c'est, comme vous le savez, l'auteur de l'Utopie, au sein de laquelle il y a déjà des idées quand même assez curieuses sur le catholicisme, qui n'est pas véritablement un livre très orthodoxe, mais il n'a pas voulu aller jusqu'au bout et accompagner dans toutes ces turpitudes peut-être le roi qu'il avait l'habitude de servir. Mathilde. Merci. Moi, j'avais une question sur l'Espagne et en particulier sur l'actualité, puisqu'on vit une transition dans le cadre de la monarchie avec un nouveau monarque. Et j'aurais aimé savoir quelle était la place du fait religieux dans la construction de cette jeune monarchie ou dans la reconstruction de cette jeune monarchie, parce qu'on sait que la religion avait une place très très importante dans la monarchie auparavant. Est-ce qu'elle est toujours très importante? Est-ce qu'elle participe à sa légitimation ou pas? Bon, évidemment, le catholicisme, c'était la religion des monarques espagnols qui étaient appelés les rois catholiques. Ce n'est pas seulement les rois catholiques du XVe siècle, mais les titres des rois d'Espagne, c'était Sa Majesté catholique d'Espagne. Alors même Juan Carlos Ier a été proclamé, et le jour de la proclamation, il a eu une messe solennelle avec le cardinal de Madrid, tout ça. Maintenant, ça a changé un peu parce que
on a une idée plus claire de ce que doit signifier la laïcité de l'État. Par exemple, dans la proclamation du nouveau roi, Philippe VI, il n'y aura pas une messe solennelle. Il y a seulement la proclamation devant le Parlement. Hein. Mais le prince s'est manifesté à plusieurs reprises comme catholique pratiquant. Alors il n'occulte pas qu'il est catholique, mais seulement que dans ses fonctions comme roi d'Espagne, il devra différencier un peu ce qui est la dévotion personnelle et le charge. Est-ce que vous pensez qu'un roi peut se passer de la légitimation par la religion? Est-ce que, puisqu'on entend un petit peu qu'il y a comme des contestations de la monarchie en ce moment, et est-ce que ce ne serait pas plus facile pour lui de se faire plus légitimer par l'Église? Maintenant, on ne peut pas espérer Merci, voilà. De la religion. C'est un concept qui appartient au passé. Je pense que heureusement. Et maintenant, c'est la légitimité qui vient des Cortés et la souveraineté du peuple, quoi. Alors, je vois de multiples. Philippe. Son neveu, pardon. Philippe. Il est le neveu. Alors, la tante. on va remonter. On se donne encore 10 minutes. Une question très ponctuelle que je voulais adresser à Madame Guérin-Bargue. Alors, si j'ai bien saisi, Henri VIII a utilisé, afin de convaincre de sa stratégie religieuse, des moyens. Il a notamment octroyé quelques instruments libéraux à la Chambre des communes, etc. Notamment cette question de la petite transformation de la pétition Bill, c'est très intéressant. Est-ce qu'il a utilisé, quelle était l'étendue et les moyens, des moyens corruptifs qu'il a utilisés, puisque vous évoquiez notamment le fait que Cromwell faisait siéger des représentants de la couronne dans la Chambre des communes. Est-ce qu'il y avait une véritable stratégie derrière aussi? Je songe notamment au bourg pourri. Est-ce qu'il utilisait le système électoral en ce sens? Je trouve ça assez intéressant. Alors effectivement, il a... les historiens, évidemment, débattent beaucoup de cette question. De manière générale, il a quand même accompagné, j'essaie de le montrer, cette montée en puissance du Parlement dans une perspective relativement libérale, en sachant qu'il voulait évidemment en garder le contrôle et il s'agissait d'asseoir son autorité plus que toute autre chose. Maintenant, notamment sous Cromwell, il y a eu effectivement un certain nombre d'initiatives qui ont été prises de manière à faire en sorte que les élus à la Chambre des communes ou encore les lords qui étaient susceptibles d'être nommés, en particulier après la disparition des lords abbés, aillent dans le sens de la politique voulue par le monarque. Néanmoins, il semble également que et effectivement, ça a pu passer par la médiation de ces fameux bourgs pourris, qui étaient en réalité des toutes petites circonscriptions où on achetait finalement son élection plus que toute autre chose. Mais il semble également que, dans un autre sens, les élections aient été finalement relativement libres, pour la bonne et simple raison qu'il y avait une certaine forme d'appui populaire à la politique, au moins économique et sociale, menée par le roi, et que dans ce cadre-là, il y avait un certain soutien, et que les électeurs s'arrangeaient pour envoyer aux communes des gens qui étaient finalement assez peu enclins à s'opposer aux velléités d'Henri VIII. Alors, Hugo, je vous donnerai la parole juste après. Ma question s'adresse au professeur Mantécon. Vous avez dit tout à la fin de votre présentation que vous vous êtes interrogé sur les risques que l'on courrait ou qu'on risque de courir justement avec l'affaiblissement de l'État central en Espagne est-ce que cet affaiblissement de l'État central ne va pas affaiblir l'unicité du modèle de la loi organique de 1980? Alors ma question, elle est la suivante. Quels sont ces risques justement et sur quoi concrètement
peut porter cet affaiblissement de l'État central? Alors je ne connais pas du tout, j'imagine quoi, le financement peut-être, mais quoi d'autre? Donc voilà un peu ma question. Bon, c'est pas facile à répondre, parce que c'est compliqué. Mais vous savez que le régime des communautés autonomes, il y a quelques-unes qui veulent en fait s'identifier comme un État. Hein. Et alors, la gestion de tout ce qui concerne le droit de liberté religieuse qui appartient à l'État, parce que c'est un droit fondamental, et pour être géré d'une autre façon par ces communautés autonomes, on n'aurait pas la même garantie que si c'est l'État central qui gère toute la matière, je pense. Mais puis, le régime économique pourrait changer d'une communauté à une autre. Les régimes, par exemple, le statut civil des entités religieuses pouvait changer aussi d'une région à autre. C'est le danger qu'il y a maintenant, par exemple, avec la Catalogne, avec le Pays basque, mais aussi avec l'Andalousie, par exemple, la Galice. Je vais faire une remarque sur les rapports entre l'Église et l'Espagne. Vous donnez le sentiment d'un paysage qui est très, très, très apaisé. Vu de France, c'est peut-être pas tout à fait l'image que j'ai, parce que j'ai le souvenir de quelque chose d'ailleurs qui a agité également la France, c'est la question du mariage des personnes de même sexe. Et j'ai cru comprendre qu'en Espagne, l'adoption de la loi avait été accompagnée d'une incroyable mobilisation de l'opinion publique, et certainement sous la pression de l'Église. Est-ce que ça traduit un véritable divorce? Et on a aussi l'impression que l'Espagne est en phase, en voie de massive déchristianisation, en particulier dans sa jeunesse. Est-ce que ça traduit finalement une certaine forme de marginalisation de l'Église catholique, selon vous? Bon, c'est vrai que le Parti socialiste, dans la législature antérieure, a mené une politique dans le domaine social qui, dans maintes cas, a été absolument contraire à la doctrine de l'Église catholique, pas seulement avec le mariage des personnes du même sexe, mais avec le divorce, plusieurs autres lois. Il y a l'avortement aussi à rebours. Il y a la législation sur l'avortement qui paraît plus... Voilà. Et ça a produit des manifestations monstres. Mais finalement, les lois ont été passées, ont été approuvées, et l'Église a accepté le fait. Elle ne se conforme pas, mais il n'a pas de moyens pour changer la chose. C'est la puissance, oui. Alors, marginaliser, oui et non. Parce que, par exemple, dans le domaine social, l'action de l'Église est très grande, non, et très reconnue par l'État même. Hein. Caritas, par exemple, mais pas seulement. Alors, dans ce domaine, l'Église est toujours présente, mais dans le domaine du politique, chaque fois moins. Oui, c'est vrai. Je vous remercie. Oui. Et après, je vous donne la parole, M. Goudurier. Bélas, c'est promis. Géraldine? Par rapport à ce qui a été dit, quand on parle de marginalisation, je pense que l'Église catholique au quotidien, on en parlait un peu par un colloque en Espagne, depuis un point de vue français, à une place qui reste quand même importante dans le débat social, pour la bonne raison qu'on invite les représentants de l'Église, en particulier de l'Église catholique, à débattre de questions sociales, des questions de faire des réformes. Ouais. On l'a fait en France pour le mariage homosexuel, mais ça s'est très mal passé au Parlement. Oui, et c'est ce que je pense que voilà, c'est mal passé. Et là, c'est plutôt quelque chose de commun et quelque chose de très fréquent aussi. Alors évidemment, après, ça dépend des chaînes, ça dépend de... Mais je crois que de ce point de vue-là, le débat public est beaucoup plus occupé par l'Église qu'en France. Merci. Nous allons donner la parole à un philosophe juriste, je crois. C'est ça. Merci. Je voulais poser une question à Madame Bargue. Évidemment, en 1529, le prince de Machiavel n'avait pas été publié, mais
je voudrais savoir, parce que je trouvais que votre conclusion était très intéressante sur la distinction entre la construction du système politique et la construction de l'État. Et j'ai le sentiment, à entendre votre exposé, que Henri VIII avait, sinon connaissance des doctrines de Machiavel, en tout cas, il les a très bien appliquées. Donc je voulais savoir si Machiavel peut-être... si un exemplaire peut-être avait été véhiculé jusqu'en Angleterre, ou si peut-être les idées de Machiavel n'étaient peut-être pas si originales pour l'époque, finalement. Oui, moi, je ne suis pas capable de répondre très précisément, et peut-être quelqu'un, sait-il, dans l'assistance, s'il y avait eu un exemplaire, non plus particulièrement. Il faudrait faire des recherches plus approfondies sur cette question. Je pense que plus généralement, c'est plutôt vers la deuxième optique qu'il convient de se diriger. C'est que ces princes de la Renaissance étaient fort bien conseillés, étaient assez retors, savaient très bien où ils voulaient aller, et savaient de manière assez, ou apprenaient assez vite les outils dont ils pouvaient disposer, et apprenaient à les utiliser avec efficacité. Et du coup, peut-être, ou sans doute, Machiavel a-t-il tiré les leçons de l'histoire et des actions ou exactions de ses contemporains. Je pense que c'est plutôt placé dans ce sens-là que dans l'autre, mais encore une fois, il faudrait certainement faire des recherches plus approfondies sur la question. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se présentent? Non? Bon, alors, nous allons provisoirement clore nos travaux. Donc, je vous propose une assez courte pause café. Alors, on est un tout petit peu en retard dans le programme. Rien de dramatique, cela étant. Donc, je vous propose qu'on essaie de commencer à rentrer dans la salle à partir de 16h à ma montre. Voilà, merci. Qui a 5 minutes